Bienvenue sur Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture du Trône de Fer, Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 18, soit le 4e chapitre de Catelyn, je crois. Est-ce que je dis des conneries, Guillaume? Parce qu'il est toujours là. C'est ça. J'ai déjà entendu cette intro, c'est bizarre. Alors, c'est vrai que, sans vous mentir, c'est la deuxième fois qu'on fait cet épisode. Première fois qu'on en fait une deuxième fois, du coup, parce qu'en fait, on a eu un problème d'enregistrement par rapport au premier. Et donc, quand on a eu le fichier audio, il y avait zéro son. Mais genre zéro son. On sait pas ce qui s'est passé. Problème technique, ça arrive. Mais du coup, ça nous apprendra à vérifier la prochaine fois que les fichiers soient bons. Donc du coup, bon, on espère qu'il sera aussi fluide que le premier, parce que sans vous mentir, on était très fiers de l'épisode qu'on venait d'enregistrer. Et pour ma part, c'était vraiment, je pense que c'était le meilleur épisode qu'on avait fait depuis le début du podcast, donc ça fait un peu chier de l'avoir perdu, mais c'est comme ça. Ça arrive, et puis voilà, on ne fera pas cette erreur. D'ailleurs, en parlant de ça, dans cette introduction, on va aussi vous parler de la sortie des épisodes, comment ça s'est passé. Parce que du coup, en fait, on a commencé, nous deux, Guillaume et moi, le podcast en juin, si je dis pas de conneries. Je sais plus, mec. Voilà. Enfin, en tout cas, c'était pendant la période du confinement. Ouais, donc c'était un peu avant juin, alors. C'était avant juin, on l'avait fait en ligne. On l'avait fait en ligne à distance, on n'avait pas encore de micro commun, on n'avait pas encore, moi j'avais qu'un casque gamer, etc. Donc c'est pour ça qu'on avait un son vraiment très différent de celui qu'on a aujourd'hui, parce qu'on a clairement, on a investi un peu d'argent dans un bon micro. Ça devrait être beaucoup mieux maintenant. Et ouais, je pense que en tout cas c'était sûr, c'était pendant le confinement, on pouvait pas se voir. C'est ça. Donc on a enregistré quelques épisodes d'ici là, mais comme on l'a dit, les 3 premiers épisodes, le son est vraiment pas terrible. Peut-être qu'un jour on décidera de les refaire pour avoir un meilleur son, pourquoi pas, et de les remplacer, mais pour l'instant bon, c'est pas d'actualité, on a déjà beaucoup de chapitres à faire. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, c'est de ma faute, j'ai eu un peu la flemme de les monter, de les poster, ce qui fait qu'entre mai 2020 et novembre 2020, on en a eu que 3 ou 4 en ligne. 4 en ligne, je crois. C'est toi qui sais. Moi, j'avoue, je suis pas trop. Ouais, 3 en ligne à peu près. Et donc là, actuellement, on est le 19 novembre, alors on enregistre cet épisode. Et donc là, je me suis décidé à me sortir les doigts du cul et à tous les poster. Parce qu'en fait, entre le moment où on a commencé et là, le 19 novembre, on a 19 épisodes de tournée. Alors qu'il y en a que bon, là, hier, le 10 novembre, je me suis décidé à en sortir 3-4. Donc je vais essayer d'en sortir le plus possible, mais c'est pour vous donner une idée approximativement des dates où on enregistre et des dates à laquelle sortent les prochains épisodes, quoi. Donc techniquement, je pense que bon, il doit en rester 12 qu'on en a en stock. Je vais les sortir très prochainement, d'ici les 2 prochaines semaines. Et puis voilà. D'ailleurs, par rapport à la numérotation, vous avez remarqué que donc je note les chapitres par leur ordre d'apparition, c'est-à-dire bon, là on en a chapitre 18 et aussi par rapport aux personnages. Donc là, c'est le 4e chapitre de Catelyn. Mais bon, quand on va arriver au 4e tome, je vais pas me ramener avec chapitre 258, tel personnage 3. Donc, à la fin de ce tome, donc à la fin de ce premier tome, Game of Thrones, je vais rajouter devant le titre des chapitres AGOT, et puis pour le 2e, ACOK, pour Clash of Kings, pour le 3e, ASOS, pour Storm Swords, etc., etc. Voilà pour cette courte introduction, mais c'était pour vous faire un point technique. Ok. Maintenant, on peut passer au chapitre. Donc, Guillaume, je te laisse du coup refaire le résumé. Ouais. Donc, dans ce chapitre, on retrouve Catelyn, qui est enfin arrivée à Port-Réal, accompagnée de Ser Rodrik Cassel. Donc, tout ça afin de découvrir le propriétaire de la dague utilisée par l'assassin qui était chargé de tuer Bran. Donc, Ser Rodrik Cassel a pour mission d'aller à la rencontre de Ser Aron Santagar, qui en fait est le maître d'armes de la cour, et il est chargé de ramener Ser Aron auprès de Catelyn dans l'espoir qu'il puisse reconnaître la dague. Mais alors que Ser Rodrik se rend à son rendez-vous, Catelyn est convoquée par Petyr Baelish, le grand argentier et membre du conseil restreint au Donjon Rouge, et Lord Baelish a eu vent de la venue de Catelyn par l'intermédiaire de Lord Varys, et il va faire une révélation qui est assez surprenante, parce qu'il va avouer que la dague, en fait, lui appartenait jusqu'au jour où il l'a perdue au cours d'un pari face à Tyrion Lannister. Ok. Très long résumé, mais pour un chapitre qui est conséquent. Donc je te l'accorde.
Attends le prochain. Alors, le chapitre débute par une scène se déroulant à bord de la Cavalière des Tornades. J'adore ce nom de bateau. Donc, c'est la galère du capitaine Moreo Tumitis, qui est originaire de Tiroche. Ah, d'ailleurs, petit point aparté, où on en parlait en off avec Guillaume, peut-être qu'un jour, on fera un point sur les cités libres qui ont été citées jusqu'à maintenant, et ce qui a été dit par rapport à elles, parce que c'est vrai que, bon, elles sont citées un peu par-ci, un peu par-là, et c'est dur de s'y retrouver avec toutes les caractéristiques qui leur sont associées. Ouais. Donc on apprend d'ailleurs que par rapport à Tiroche, justement, il a une barbe verte, et que ceci est commun des gens de cette cité libre. Donc on en avait parlé au dernier épisode, tu m'as dit que tu avais fait le lien avec quelqu'un d'autre, Guillaume. Qui est Maître Illyrio, il me semblait qu'il avait teint sa barbe. Et on Alors tu peux rappeler qui est Maître Illyrio? Alors Maître Illyrio, c'est la personne qui est à Pentos, il me semble, qui a hébergé Viserys et Daenerys gratuitement. Ouais, c'est ça. Illyrio Mopatis. Et donc, il me semblait avoir bien lu que sa barbe avait une teinture, et on a regardé, bon, c'est pas vert, mais il a teint sa barbe en jaune. Ouais. Donc, alors on s'est dit que peut-être ça pouvait être une caractéristique qui est commun à celle de Tiroche, donc peut-être qu'il serait originaire de cette cité libre, ou peut-être pas, hein, parce que bon, une couleur jaune, c'est pas une couleur non plus extravagante. Ultra extravagante, ouais. Catelyn Stark et Roderick Cassel sont à 1 heure de Port-Réal, et Catelyn, satisfaite du travail des rameurs, décide de leur verser chacun un pourboire d'un cerf d'or. Donc on avait déjà parlé de la monnaie, on voit que, bon, à part les Targaryens, ils ont tous l'air d'utiliser des cerfs d'or, en tout cas. À part les Lannister, tu veux dire. Pardon, à part les Lannister, ouais. Sir Roderick est d'ailleurs bien content que le voyage touche à sa fin, tant il a souffert du voyage à cause de son mal de mer. Donc Catelyn est toujours en possession du poignard qui aurait dû servir à assassiner Bran. Les blessures qu'elle porte lui en sont témoins. On apprend qu'elle ne pourra plus jamais plier les 2 derniers doigts de sa main gauche, et puis que sa main, en fait, est lacérée. Roderick et elle veulent retrouver au plus vite le maître d'armes du roi, Aron Santagar, afin d'élucider cette affaire, car il pourrait déterminer qui est le propriétaire de ce poignard. Mais tous deux se méfient d'un individu qu'ils semblent bien connaître Catelyn, Littlefinger. Donc vas-y, Guillaume, je te laisse un peu, parce que Catelyn, alors, c'est vrai que c'est assez marrant, parce que Catelyn, quand elle cite le nom de Littlefinger, elle commence à raconter toute une histoire. Ouais, elle part, c'est vrai, elle part dans un monologue où, je suppose que c'est Roderick Cassel, bon, ça fait longtemps qu'il sert à Winterfell, il doit connaître l'histoire de Catelyn et de Littlefinger. Et là, je sais pas, ils évoquent Littlefinger, et d'un coup, elle part dans un monologue où elle raconte sa vie, genre, j'imagine trop Roderick Cassel en train de la regarder, en train de faire, mais meuf, pourquoi tu racontes ta vie, quoi? Je la connais, 2, je m'en bats les couilles, tu vois, enfin, En plus, c'est vraiment ça, c'est-à-dire, elle cite Littlefinger, et là, elle se lance dans un monologue en disant, mais on se dit, mais pourquoi il lui raconte ça alors qu'il le sait déjà? Donc là, tu sens que c'est vraiment, là où tu sens que c'est de l'exposition forcée, quoi. Ouais. Mais, par rapport à cette exposition forcée, c'est rien comparé à celle de la série. Oui. Alors, on avait déjà parlé de ce qu'était la sexposition, lorsque Tyrion a évoqué les dragons qui appartenaient aux Targaryens, donc Aegon et ses 2 sœurs. Et donc, en fait, cette scène dans la série, elle a été racontée par... Vas-y, Guillaume. Cette scène, elle est racontée par Viserys, qui est en train de coucher avec Dorea dans son bain. Et elle lui demande, c'est vrai que vous avez le sang des dragons et tout. Et il raconte l'histoire des dragons, notamment les squelettes des dragons, exactement comme Tyrion l'a fait dans les livres. L'a fait dans les livres. Il raconte, il cite on l'avait déjà dit, mais il cite les noms des dragons en baisant, quoi. Enfin bon. Voilà. Donc on vous conseille de regarder cette scène pour comprendre de quoi on parle. Mais du coup, on avait parlé d'une autre scène de sexposition qui est beaucoup plus grave. Et donc là, Guillaume, vas-y, je te laisse continuer. Donc en gros, dans la série, donc t'as Littlefinger qui est en présence de 2 prostituées, et en fait il se charge de leur apprendre à bien satisfaire un client, et donc pendant qu'il donne des instructions aux prostituées, genre à donner vraiment l'impression que le client est le meilleur coup du siècle et tout, en plein milieu il commence à raconter sa vie. Et donc en fait ce qu'il raconte, c'est ce que je vais vous raconter là tout de suite. Bon là j'enchaîne et on reviendra dessus. Donc en fait Littlefinger
est issu d'un petit territoire dans le Val d'Arin qui s'appelle enfin Pas dans le Val d'Arin. C'est Si. dans le territoire, oui, mais c'est pas Oui. dans le Val d'Arin. bon, en tout cas c'est ce qui est sous la juridiction des Harim. Voilà. Donc c'est tout à l'est de Westeros. Il est héritier du plus petit territoire des 4 doigts. Mhm. Donc par son père, Oui, héritier. qui était son nom, Lord Lord Baelish, quoi. Baelish, oui, Ouais. oui. Et donc il a été pris comme pupille au sein de la famille Tully. Donc c'était la pupille de Oster Tully. Et Mhm. il a grandi en compagnie de Catelyn et de Lysa Arryn. Et il a toujours voué à Catelyn un amour qui était non réciproque. Quand Catelyn a été promise à Brandon Stark, Littlefinger a provoqué Brandon Stark en duel et il s'est clairement fait latter la gueule. Et après ce jour-là, il a quitté la maison Tully et il est devenu ce qu'il est devenu, quoi. C'est ça. Et Il s'est fait bannir de Vizeg par Oster Tully. ouais. Et on sait juste que ensuite, ce qu'on sait ensuite, c'est juste que le jour où Brandon Stark est mort et que Ned était donc promis à Catelyn pour maintenir l'alliance entre les Tully et les Stark, Littlefinger a envoyé une lettre dont Catelyn n'a jamais lu le contenu et qu'elle a jeté au feu. Et donc tout ça, juste pour clore la parenthèse, en gros, il arrive à raconter tout ça en pleine scène de sexe dans la série, et franchement, pour quelqu'un qui regarde un consommateur lambda de série, jamais il va capter ce qui se passe. Par exemple, moi je regardais, je regarde la série en ce moment et je regardais avec ma copine et j'ai arrêté la scène, j'ai mis pause à la fin de la scène et je lui ai demandé est-ce que t'as compris. Elle a fait clairement, j'ai aucune idée de ce qui vient de se passer, donc j'ai dû lui expliquer. Non mais c'est impossible, tu vois en plus Non mais c'est vrai, la scène impossible. vraiment qu'il y a deux filles en train de coucher ensemble et en train de jouir à 90 décibels et Littlefinger par-dessus tout ça, il est en train de raconter son histoire. Mais je veux dire, quand tu regardes la scène pour la première fois, tu t'intéresses absolument pas à ce qui est en train de débuter Littlefinger. Non mais clairement pas. Et cette scène, c'est vraiment... Alors, la sexposition, ça peut être intéressant dans le sens où, à la limite, pour Viserys, qui exposait l'histoire des dragons, ça pouvait être intéressant. À la limite, pour Viserys qui exposait l'histoire des dragons en couchant avec une prostituée, ça pouvait être intéressant parce que ça sortait pas trop... Enfin, la scène de sexe ne sortait pas trop... Elle semblait pas trop forcée. Voilà. Franchement, elle semblait pas trop forcée. Donc on pouvait comprendre de quoi il parle, même si bon, forcément on a un peu l'esprit ailleurs, ça va. Mais alors cette scène où Littlefinger expose son histoire, là clairement, Clairement, c'est impossible. donc je trouve que c'est vraiment mal fait quoi. C'est toujours plaisant à voir de voir deux filles coucher ensemble, mais c'est vraiment mal fait. En tout cas pour si quelqu'un veut vraiment comprendre l'histoire, c'est compliqué. Mais en tout cas, on sait quand même un peu pourquoi ils ont fait comme ça, c'est parce que c'est assez difficile d'exposer des trucs importants dans l'univers sans avoir recours à des flashbacks qui est vraiment, c'est en termes de narration, c'est ultra cheap. C'est ça. Ou sans faire des dialogues, des monologues ultra chiants et qui semblent totalement non naturels, même si là j'avoue franchement là ils ont clairement merdé, ça semble non naturel. Ouais, mais après ça maintient juste l'attention du spectateur, tu vois, ça fait du temps d'audience qui est gardé parce que le spectateur est captivé, mais il est pas captivé pour les bonnes raisons. C'est ça le problème. Après tu me diras, ok, ils sont foirés leur scène d'exposition, je suis d'accord, mais Martin, je sens que c'était pas très naturel non plus ce qu'il vient de faire avec Catelyn. Ouais, là je suis d'accord aussi. Là c'était un peu forcé, ouais. Je sais pas. Je sais pas, le narrateur il aurait pu en parler sans qu'on. Ouais, c'est vrai qu'il y aurait eu d'autres moyens d'introduire l'histoire de Catelyn. Genre le narrateur clairement il aurait pu faire le taf en parlant, tu vois. Enfin, je sais pas, en exposant juste sans que Catelyn fasse un monologue qui est totalement non naturel, tu vois. Mais bon. C'est ça. Bon, c'est pas grave, c'est pas bien grave, hein. Ça gâche pas. On n'apprécie pas l'œuvre, comment dire. Bon, c'est pas grave, on prend toujours du plaisir à lire ce tome, y a aucun problème. Par contre, du coup, on n'a pas exposé la raison pour laquelle on l'appelle Littlefinger, du coup. Oui, alors Littlefinger, du coup, c'est un sobriquet que lui a donné Edmure Tully.
notamment, mon interprétation à moi, et pas celle d'Ilan, c'est que Littlefinger fait référence forcément au territoire des 4 doigts et que il est le lord du plus petit territoire des 4 doigts. Donc d'où le nom de Littlefinger, et sachant que Petyr Baelish est petit, et genre c'est un petit homme, il a une petite stature, donc ça appuie encore le fait Little. Mais Ilan a ses propres interprétations qui sont quand même très intéressantes à écouter. Ah, moi, je peux le dire directement. Edmure l'a appelé comme ça parce que, petite bite, quoi. Littlefinger, tout simplement. Ah, ouais. Il n'y a pas à aller chercher plus loin, des interprétations, etc. Ah, non, oui, d'accord, c'est un lien avec le fait qu'il vient du plus petit des 4 doigts. Mais Littlefinger, c'est très connoté. Littlefinger. Si tu veux. Ah ouais. Là, on a un désaccord. Moi, il y a un gars qui m'appellerait Petit Doigt, je lui dirais pas, oh, c'est parce que je viens de, ouais, non, Littlefinger. Ok, si tu veux, mec. Pas de problème. Ils arrivent alors à Port-Réal, lieu bâti à partir de l'arrivée d'Aegon le Conquérant et ses sœurs à Westeros sur 3 collines. La ville se situe à l'embouchure du fleuve de l'Anera, et par les yeux de Catelyn, la ville nous est décrite comme une capitale, se doit d'être. Alors moi, au départ, j'ai trouvé, voilà, c'est les adjectifs, c'est bondé, bruyant, serré. Et en fait, Guillaume, dans le dernier épisode, tu l'avais comparé à... Un peu, ça fait un peu souk de Marrakech. En tout cas, ces quartiers-là, ça fait vraiment... Bon, ça se fait pas dire que c'est le bordel, parce qu'en vrai, un souk, les stands, ils sont assez bien rangés et tout, mais plus l'aspect blindé, quoi. Un passage... j'imagine des ruelles étroites avec beaucoup d'activités, que ce soit commerciales ou je sais pas, tu vois des gens en train de laver leurs trucs, d'étendre leur linge, tu vois, j'imagine, j'ai vraiment cette vision là qui ça grouille de vie, quoi. Et que c'est dense. Donc le septuaire de Baelor et ses 7 tours de cristal se situent sur le mont Visenya, donc la première sœur d'Aegon le Conquérant. Et le mont Rhaenys sur le mont Rhaenys, donc la deuxième sœur d'Aegon le Conquérant, se trouve Fausse Dragon, qui apparaît comme une sorte de dôme. Ouais. Fausse Dragon, on peut quand même assez rapidement faire le lien. Donc, on sait que ça tombe en ruine, que les portes n'ont pas été ouvertes depuis un siècle, et qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé il y a un siècle, c'est que c'est la mort des derniers dragons Targaryens. Donc moi je pensais que c'était un peu genre un garage à dragons, quoi. Tu viens foutre ton dragon, tu fais faire un petit créneau et tout, et ouais. D'ailleurs, en parlant de la mort des dragons il y a un siècle, en fait on n'avait pas précisé dans le chapitre où on en parlait, mais en fait on a à peu près les dates exactes où les dragons sont morts. Dans les appendices. Dans les appendices, c'est marqué à quelle date sont morts les dragons. C'est ça. En fait. Je vais enchaîner. Ou je voulais juste ouvrir Voilà, c'est bon, vas-y. Alors du coup, en fait, et en plus ça me permet de faire un lien avec une autre chose qu'on n'a pas citée. Alors plutôt, on va commencer par là. Lorsque Bran, tu te rappelles dans son chapitre, dans son deuxième chapitre, le chapitre où il découvre Cersei et Jaime en train de. Ok. Au tout début, il dit qu'il veut faire partie des chevaliers de la garde royale. Ouais. Donc, vous voyez, il en cite pas mal. Et dont Eric et Arik, qui sont morts, d'après lui, pendant cet événement que les Rhapsodes appellent la danse des dragons. Ouais. Ok. Donc, en fait, quand on a fait cet épisode, on n'avait pas parlé plus que ça, parce que je pensais que ça passait pas. Mais en fait, la danse des dragons apparaît dans les appendices à un moment. Elle apparaît parce que quand Aegon II est arrivé au pouvoir, en fait, on nous dit que Aegon II et sa sœur Rhaenyra sont décédés, ou je sais plus s'ils sont décédés ensemble ou ils sont entretués. Non, dans la guerre qui les opposa. Voilà. En tout cas, ils sont morts tous les deux dans la guerre qui les opposa, et cette guerre s'appelle la danse des dragons. Donc la danse des dragons, supposément, c'est pas supposément, c'est ce qui est écrit dans les appendices, c'est une guerre qui a opposé Aegon II à sa sœur Rhaenyra, qui était de 10 années plus que lui. On n'en sait pas plus que là à ce moment-là, mais en tout cas c'est une guerre qui a opposé 2 Targaryens, dont le souverain Targaryen de l'époque, Aegon II. Ok. Ce qui lui a succédé, alors c'est Aegon III,
Le fils de Rhaenyra, Aegon III, succéda Aegon II. Et en fait, c'est pendant le règne d'Aegon III que sont morts les derniers dragons. C'est pour ça que Aegon III, on le surnomme le fléau des dragons. Ok. Donc, je sais pas si on a bien résumé, que vous avez bien compris, mais en tout cas, voilà. Alors, Aegon II, c'était le 5e, je crois, souverain Targaryen après Aegon le Conquérant. Après Aegon, ouais. Donc, c'est voilà. Le 6e, en tout. C'est le 6e souverain suite à Aegon le Conquérant. Il a eu une guerre qui l'a opposé à sa sœur Rhaenyra. Pour quelle raison, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, cette guerre s'appelle la Danse des Dragons. Suite à cette guerre, le fils de Rhaenyra est monté sur le trône, celui qu'on appelle Aegon III. Et donc, pendant le règne d'Aegon III, les dragons sont décédés. Donc, Aegon III, on le surnomme Aegon III, le fléau des dragons. Ok. Et donc là, on a les dates du règne d'Aegon III. Alors, Guillaume? Donc, Aegon III a régné entre l'an 131 après la conquête et l'an 157, ouais. Toujours après la conquête. Alors, les années, juste pour préciser, les années dans le Trône de Fer sont décrites à partir de l'arrivée d'Aegon le Conquérant. C'est-à-dire que l'an 1, c'est l'arrivée d'Aegon le Conquérant à Westeros, et donc tu m'as dit que c'est quoi les dates? 131 à 157. Voilà, donc c'est 131 à 157 après l'arrivée d'Aegon le Conquérant à Westeros. Et on sait que Aerys Targaryen, lui, d'après les Impadis en tout cas, est mort en l'an 283. Et on sait que ça s'est passé il y a 15 ans. Donc actuellement, on est à peu près en l'an 298. Ouais. Donc en fait, si on voit bien, en fait, les dragons sont morts il y a plus d'un siècle même. Ils sont morts il y a environ 150 ans. Ouais. Ok. Donc comme on vient de le dire, les 3 collines sur lesquelles ont été bâties Port-Réal portent le nom d'Aegon le Conquérant et ses 2 sœurs. Comme on l'a dit, sur le mont Visenya, il y a la sépulture de Baelor. Sur le mont Rhaenys, il y a son appel Fausse Dragon. Et sur le mont Aegon, se trouve le donjon rouge, décrit par Catelyn comme étant plein de secrets, plein de mystères, tortueux. Je sais plus exactement les mots qu'elle utilise pour le décrire, mais c'est à peu près ça, quoi. Ouais, clairement. Ça. Donc il a été construit sur ordre d'Aegon le Conquérant, le donjon rouge. C'est un peu le château principal de la maison, de la feu maison Targaryen, le nom de la maison Baratheon. Et il a été achevé par son fils Maegor le Cruel. Alors Guillaume, je te laisse... Ouais. Et donc Maegor le Cruel, ce qu'il a fait, c'est qu'il a abattu, il a exécuté toutes les personnes qui ont été impliquées dans la construction du Donjon Rouge, afin de garder les secrets du Donjon Rouge au sein de la famille Targaryen. Donc il portait vraiment bien son nom, quoi. Ouais, c'est vraiment cruel de faire ça. Mais du coup, on sait maintenant que, en tout cas, le Donjon Rouge, doit avoir des passages secrets que clairement, supposément seuls les Targaryens connaissent. Bon, alors peut-être, est-ce que Viserys ou Daenerys les connaissent? Ça serait... Moi, je vois bien Lord Varys les connaître, hein, clairement. Ah ouais, le chuchoteur, l'araignée, ouais. Clairement, c'est le style à avoir les secrets du Donjon Rouge sous le manteau. Mais ce n'est plus les dragons qui règnent sur Westeros, et donc sur le Donjon Rouge, ce sont les cerfs, les Baratheons. Et alors Guillaume, là je vais te poser une question. Si t'as lu l'appendice ou que tu l'as retenu ou que t'as retenu ce détail, tu peux y répondre. Hein. Mais est-ce que tu connaîtrais la parenté supposément cachée d'Aegon le Conquérant? On sait qu'il a 2 sœurs, Rhaenys et Visenya, mais il aurait supposément un frère. What? Ah. What? Ça, c'est quelque chose qui est assez caché dans les appendices. Ah, mon gars, là, tu m'as ken, là. Attends. Ok. Alors, je vais te le dire. Il faut que tu ailles au niveau, du chapitre des Baratheons. Ok. La première ligne. Donc, d'accord, la rumeur dit que son fondateur, Horys Baratheon, était le frère bâtard d'Aegon le Dragon. C'est ça. Donc on sait que la maison Baratheon, c'est la maison la plus jeune, que Horys Baratheon, qui était, comme tu viens de le dire, par rumeur, hein, alors c'est pas confirmé, mais une rumeur dit que c'était le frère bâtard d'Aegon le Conquérant, que en fait Aegon l'a récompensé suite à sa victoire alors sur les anciens lords d'Accalmie, et donc l'a récompensé par ce fief. D'accord. Donc c'est marrant parce que du coup, en fait, d'accord, la maison elle appartient plus aux Targaryens, Westeros, en tout cas elle appartient plus aux Targaryens, mais c'est un Baratheon qui l'a récupéré,
Et en fait, les Baratheon, c'est la famille qui serait la plus proche de la famille Targaryen. Ouais. Et d'accord. Et en fait, d'accord, ok. Donc c'est pas ils sont pas descendants des rois de l'orage en fait. Ils faisaient partie de l'armée de Aegon, qui donc Horys il est décrit comme le plus féroce des généraux d'Aegon, et donc il a vaincu le dernier seigneur de l'orage et il s'est approprié leur territoire. Et donc c'est pas des descendants des seigneurs de l'orage. Non. Enfin des rois de l'orage. C'était des rois à l'époque. C'est intéressant ça, quand on lit les appendices, il y a plein de... Ouais. Putain. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, avant de débarquer, on se rend compte que Moreo Tumutis n'a pas l'air d'être un homme bien honnête. Donc, vas-y Guillaume, pourquoi? Ouais, franchement, le gars... Bah, en gros, Catelyn, elle avait prévu de donner un pourboire aux galériens, donc un cerf d'or par tête. Et toi, tu vois bien le capitaine, genre... au fait, pour le salaire, tu vois le mec qui se frotte les mains et qui parle comme ça, là, qui fait, au fait, vous devriez me reverser le salaire, je leur distribuerai leur pourboire une fois qu'ils seront revenus, sinon ils vont faire des dépenses inutiles, ça reviendra pas à leur famille et tout. Alors bon, tu sais clairement qu'il essaye de foutre une douille. Mais bon, Catelyn, elle se laisse pas faire, elle est déterre et en plus elle dit quelque chose qui est juste, ce qu'ils font avec leur argent, ça me regarde pas. Et donc elle va distribuer sa thune comme elle l'avait promis, elle-même. Sir Roderick se propose alors pour aller chercher Aron Santagar, après que Moreo Tumutis leur ait conseillé une auberge dans laquelle il pourrait se reposer, qui a l'air assez bonne. Donc Sir Roderick se propose parce que personne ne le reconnaîtrait sans ses favoris. Donc des favoris, alors c'est une forme de barbe un peu à la Wolverine, si vous voyez le personnage. Vous voyez les barbes, enfin la barbe sur les deux côtés des joues, quoi. C'est très moche d'ailleurs, mais bon. Et ça serait plus sûr pour Catelyn, parce que elle, en fait, c'est Catelyn qu'il faut protéger, avant tout. Elle s'endormit alors dans l'auberge. Soudain, des coups résonnèrent à la porte de sa chambre. Des hommes du guet en manteau doré l'attendaient. Du coup, on a une nouvelle institution qui apparaît, le guet. Ouais, ça a l'air un peu d'être les gardes de Port-Réal, quoi, clairement. Et donc, leur signe caractéristique, c'est qu'ils portent des manteaux dorés, comme la garde royale porte des manteaux blancs. Ouais, voilà. Donc il venait l'acquérir sur ordre de Peter Baelish, Littlefinger, dont on apprend que le blason est un merle moqueur. Ce qui va assez bien avec son caractère. Merle moqueur, voilà. Elle se demanda alors comment diable avait-il pu savoir qu'elle se trouvait ici. Pas par Sir Roderick, il était bien trop loyal. Moreo, bien sûr. Catelyn et son escorte arrivèrent, enfin vraiment fils de pute Moreo, hein. Ouais. Voilà. Le mec déjà qu'il essaie de l'arnaquer, mais en plus il va les cafeter sur son lieu d'escale, enfin bref. Enfin, c'est pas une escale du coup, c'est son lieu d'arrivée. Catelyn et son escorte arrivèrent alors au donjon rouge où l'attendait Littlefinger. Il apparaît tout de suite comme très poli, courtois et fort intentionné. Et fort faux cul. fort calculateur. D'après Catelyn, il ne manquait jamais d'avoir l'air sincèrement compris. Et de plus, il porte une barbichette pointue. Barbichette pointue, l'expérience prouve que il ne faut jamais faire confiance aux hommes qui portent une barbichette pointue. Surtout à ceux qui viennent de Trappes. Comprendra qui pourra. Bah, en même temps, quand t'as vécu 3 ans, 4 ans sans eau chaude, c'est dur. On apprend que c'est par Lord de Varys, ou l'araignée du roi, le maître des chuchoteurs, que Littlefinger a eu vent de l'arrivée de Catelyn. Cet homme a une sacrée réputation, Varys, car il semble tout connaître. Alors là, on va résumer un peu la situation du conseil restant, donc qui sont les membres, et où ils sont actuellement. Donc on l'avait déjà fait, je crois, dans le chapitre de Sansa, mais on va le refaire ici pour bien confirmer nos dires et centrer l'histoire. Donc ils sont combien dans ce conseil restreint, Guillaume? Il serait 7, ouais. Sans compter... Non, en comptant... En comptant ouais. La main du roi. Bon, je vais essayer de le refaire. Donc, membre du conseil restreint, on a Ned Stark, forcément, main du roi. Qui se trouve où actuellement? Quoi, il est dans le manoir de je sais plus qui, là. Oui, des Dari. Bon, peut-être qu'ils sont plus sur le chemin maintenant, mais... Ils sont sur le chemin. Renly, qui est Renly Baratheon, donc le plus jeune frère du roi, qui est maître des lois.
Maître des lois, oui. Ok. Stanis Baratheon. Alors, qui se trouve où Renly Baratheon actuellement? Auprès du roi, il est allé voir le roi sur le chemin. Ouais. On a Stanis, donc le frère plus jeune que Robert, mais plus vieux que Renly, maître des navires, qui se trouve à Père-Dragon. Mm-hmm. On a Ser Barristan Selmy, capitaine de la garde royale, qui est avec Renly auprès du roi. On a là ça fait 4. On a Maître Pycelle, qui est le maître, le chef médecin. Le grand Maître Pycelle. Grand Maître Pycelle. On a... Non, on sait pas où se trouve Pycelle en ce moment, en tout cas. On s'en fout. Non, enfin... On a du coup Littlefinger, qui est le grand argentier, et Lord Varys, maître des chuchoteurs. Et eux deux, du coup, ils se trouvent avec Catelyn dans ce chapitre. Ouais. Donc Littlefinger lui demande alors la raison de sa venue. D'abord prétextant le manque de son mari et de ses filles, elle se fait vite reprendre par Littlefinger qui lui rappelle la devise des Tully. Famille, devoir, honneur. Il sait que par ces mots, elle aurait dû rester à Winterfell, sauf si quelque chose était arrivé, et il se propose de tout cœur de l'aider à résoudre ce problème. Donc on sent que Littlefinger, vraiment, il a le cœur sur la main, quoi. Il veut aider Catelyn. C'est vraiment un bon gars. C'est vraiment un bon gars. Entre alors Lord Varys, décrit comme poudré, parfumé, grassouillet, chauve, mais surtout, c'est un eunuque. Bon, je suis désolé, c'était deux. C'était de très mauvais esprits. Donc un physique particulier. Une discussion, tout comme Littlefinger, polie, courtoise et attentionnée mais gorgée de sous-entendus, s'engage alors sur la présence de Catelyn à Port-Réal et sur l'état de son fils Bran entre elle et Lord Varys. Mais bien entendu, comme Varys sait tout, il demande à la fin de cette conversation que le poignard leur soit montré. Catelyn s'inquiète alors, comment était-il au courant de ce poignard? Elle demande alors où est Rodrik Cassel. Varys lui répond qu'il a parlé dans l'après-midi avec Aron Santagar, qui est, on le rappelle, le maître d'armes de Robert, et qu'ils attendent maintenant tous deux à l'auberge où est supposé se trouver Catelyn. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, Varys c'est typiquement le genre à savoir où se trouvent les passages secrets qu'a voulu cacher Maegor le Cruel, parce qu'il a l'air de tout savoir. Mmh. C'est vraiment... on dit qu'il a des oisillons. Ouais, des oisillons qui lui chuchotent dans l'oreille tous les secrets les plus cachés. Et... Enfin vraiment c'est impressionnant quoi. Ouais. Tu sais, limite, c'est un peu comme Shino dans Naruto avec ses petits insectes qui vont écouter pour lui. C'est grave, ça. Bon, tu comprends, je crois qu'on avait parlé dans le dernier épisode, mais tu m'as dit que ça pouvait être une des raisons pour lesquelles Robert l'avait gardé dans son conseil restreint. Ouais, parce que je pense que avoir un réseau, tu vois, c'est même pas des capacités au combat ou un truc comme ça, c'est un réseau, vraiment. C'est pas quelque chose que tu remplaces comme ça du jour au lendemain, c'est un truc qui s'est établi sur le temps et tout, c'est des capacités... L'information, c'est le pouvoir. Ouais. Et donc quelqu'un qui est capable d'avoir autant d'informations sur les gens, là c'est clairement abusé, il est capable d'entendre une conversation, et je suppose que Ser Rodrik quand même a fait attention à pas trop attirer l'attention. Déjà il a reconnu Ser Rodrik, c'est très chaud le mec, hein, très chaud le mec. Donc on peut comprendre pourquoi Robert avait envie de garder quelqu'un comme ça sous la manche. C'est vrai, parce qu'on me rappelle, Varys c'était aussi dans le conseil restreint de Aerys II. Voilà, d'Aerys le roi fou. Mm-hmm. Donc on suppose que que Lord Robert a viré tous ceux qui étaient au service d'Aerys, sauf du coup deux membres actuels du conseil restreint qui sont Varys et Barristan Selmy. Et Grand Maître Pycelle aussi. Grand Maître Pycelle, pardon, 3, t'as raison. Quoique le Grand Maître Pycelle, on savait pas encore qu'il était... Bon, désolé. Voilà, c'est un petit spoil, mais il était sous les ordres d'Aerys II. Littlefinger en voyant le poignard glousse. Catelyn et Rodrik n'avaient pas besoin de Santagar pour découvrir l'identité du propriétaire de la dague. Ils avaient juste à lui demander, car il était l'ancien propriétaire de celui-ci. Il l'a perdu le jour de la fête qu'on donna à Joffrey, dans un pari engagé sur un duel entre Jaime Lannister et Loras Tyrell. Alors, avant de revenir plus amplement sur ce pari, du coup, on va parler de Loras Tyrell, qui est pour la première fois évoqué.
Alors, Loras Tyrell, donc c'est là que ça diffère un peu de la série, c'est que Loras Tyrell, donc si on regarde les appendices, c'est le 3e fils de Mace Tyrell, et on rappelle la maison Tyrell, c'est la maison principale qui gouverne, donc Mace Tyrell est le gouverneur du Sud, et il gouverne dans le Bief, et sa résidence, c'est le Haut-Jardin. Mm-hmm. Donc on a déjà parlé du Haut-Jardin, en fait. Je te rappelle quand Robert en avait parlé à Ned quand il était dans la crypte, en disant que les filles là-bas étaient nues, qu'il y avait des fleurs, des fruits, etc. Ouais, c'est vrai. Et donc Loras Tyrell, c'est le 3e fils et très probablement un chevalier hors pair pour avoir réussi à défaire Jaime Lannister en plein tournoi. Donc on était sûr que le garde royal, comme tu as dit, allait gagner, mais on se trompait. Jaime donna au gagnant du pari son dragon d'or. La reine faillit y perdre un pendentif d'émeraude, et Littlefinger y perdit ce poignard. Tout ça contre Tyrion Lannister. Révélation. Et là, on va entrer dans une certaine réflexion, parce que beaucoup de choses à dire par rapport à cette révélation, justement. Ouais. Le poignard aurait appartenu à Littlefinger, qui l'a ensuite perdu contre Tyrion Lannister, ce même poignard qui a servi à l'assassin pour en tout cas, essayer de tuer Bran Stark. Tu veux commencer ? Non, vas-y, t'inquiète, commence. Bon, premier point bizarre. Lord Varys n'a pas l'air d'être au courant de cette histoire de Paris. Dans un événement aussi gros que un tournoi organisé avec toutes les grandes, enfin avec pas toutes forcément, mais plein de grandes maisons, plein de grands chevaliers, qui a eu un pari où de l'acier valyrien a été mis en jeu, un truc aussi énorme que de l'acier valyrien, sachant que Jaime il mise que 100 serres d'or, bon, c'est rien pour un Lannister, un pendentif d'émeraude, et l'acier valérien qui peut acheter tout et n'importe quoi tellement c'est précieux. Bon, Lord Varys a pas l'air d'être vraiment au courant. C'est vraiment suspect pour un pari aussi énorme. C'est ça. C'est-à-dire que la dernière phrase même du chapitre, c'est Lord Varys qui dit « Regardez attentivement Catelyn ». Donc c'est soit parce qu'il veut juger sa réaction, ou soit parce que lui-même n'est pas au courant. Ouais, il a l'air un peu confus. Alors j'ai pas confus, mais en tout cas, il a l'air attentif plutôt. Ouais. Attentif que ce soit au dire de Littlefinger ou à la réaction de Catelyn. Ouais. Premièrement, c'est le premier détail qui est assez gênant. Donc déjà, c'est difficile de faire confiance à Littlefinger sur la véracité de ce qui s'est passé. Deuxièmement, pour moi, après, ça se débat. Tyrion, c'est quelqu'un d'intelligent. S'il savait que Loras Tyrell était aussi fort qu'on le prétend, il aurait pu parier contre son propre frère. Après, on sait quand même que Tyrion s'il y a bien quelqu'un à qui il est attaché, c'est à Jaime, parce que c'est le seul qui lui a quand même manifesté du respect au cours de son existence. Donc, qui parie à l'encontre de son propre frère. Tyrion, c'est un joueur. S'il avait, enfin, je pense qu'il aurait, il est plutôt du genre à, pour moi, de mon point de vue, à parier pour son frère. Mais ça, bon, ça se débat, c'est juste que ça se débat. Ça, c'est vraiment quelque chose dont on a débattu dans un peu, c'est-à-dire que moi, je pense que Tyrion peut miser sur son frère parce qu'il est intelligent. Après, bon, récupérer 100 dragons d'or à Jaime, je pense qu'il s'en bat un peu les couilles. Ouais. Je pense que c'est pas important pour lui. Mais bon, c'est possible qu'il parie. C'est possible. Comme tu dis, il a l'air de, en fait, dans ce premier chapitre, il a l'air de tellement tenir à Jaime, de tellement tenir à son amitié, que ça paraît étrange qu'il parie contre lui. Ouais. Ensuite, Tyrion, lui, il part à la garde de nuit, il doit pas avoir beaucoup d'affaires sur lui, et je pense que s'il avait perdu un truc aussi précieux que de l'acier valérien... C'est qu'il y a 3 possibilités parce que, du coup, on a eu le chapitre de Tyrion. Donc on sait, par son chapitre, qu'il n'a rien à voir avec la tentative la tentative d'assassinat de Bran, parce que, on l'a vu déjà dans le chapitre juste après la chute de Bran, et dans le chapitre où il accompagne Jon à la garde de nuit, on n'a pas du tout eu de ses pensées la tentative d'assassinat de Bran. Donc ça serait pas lui qui l'aurait commandité. Ça, on en est à peu près sûr. Donc 3 possibilités. Soit Tyrion Lannister aurait égaré les poignards et sans s'en rendre compte. Mais comme tu dis, enfin comme t'allais dire, plutôt, je suis désolé de t'avoir coupé,
ça paraît peu plausible. Ouais, bah, il se serait quand même rendu compte que dans ces affaires, il manquait quelque chose d'aussi précieux Que l'acide valérien, ouais. Ouais. Donc je pense qu'on en aurait eu écho s'il l'avait perdu. Deuxièmement, qu'entre le moment où il a gagné contre Littlefinger et le moment où le poignard a été donné à l'assassin, il en est perdu la possession. Alors ça, c'est possible, mais du coup, on n'a pas d'informations par rapport à ça. Donc, ouais. Mais en tout cas, c'est une théorie possible, qu'il en ait perdu la possession entre ces deux moments-là. Soit Littlefinger ment. Ouais. Ce qui est ma théorie, ce qui est la théorie que j'aurais tendance à suivre. On commence à se rendre compte de la personnalité de Littlefinger. Manipulateur, calculateur. On s'en rend pas très bien compte pas là. Très bien compte, mais ça se sent quand même, qu'il est pas très 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 honnête, ce mec. Il est louche. J'ai tendance à croire qu'il ment. Pareil. Moi, mais les deux arguments en faveur qu'il mente, surtout, c'est d'une part, Lord Varys n'a pas l'air au courant, comme tu l'as dit au début. Et pour moi, ça serait très bizarre que Lord Varys soit pas au courant de quelque chose comme ça. Surtout il a l'air tellement au courant de tout que ce soit la possession du poignard ou le pari, qu'ils soient au courant de rien de ces deux choses-là, ça me paraît très étrange. Mais surtout, et là on n'a pas parlé, c'est que, alors on sait que Roderick Castle a discuté avec Aaron Santagar, et Aaron Santagar, c'est le maître d'armes du roi Robert. Oui. Et par rapport à cette conversation, Varys n'a pas eu, on sait que Varys a écouté cette conversation, mais du coup, s'il en est sorti avec aucune conclusion, ou qu'il n'en amène pas à Catelyn, c'est-à-dire que on peut supposer qu'Aaron Santagar ne connaît pas l'identité du possesseur de ce poignard. Bon, sachant que quand même c'est le maître d'armes de la cour, je pense qu'il est au courant quand même de tout ce qui traîne en acier valérien à la cour. Je pense quand même qu'il a une petite idée de toutes les armes en acier valérien. C'est vraiment, on rappelle, c'est vraiment pas courant. Donc très bizarre. D'où sort cette dague? C'est très compliqué. Parce que moi, j'avais émis comme théorie que la personne qui a commandité l'acte n'avait même pas idée elle-même de la valeur de ce truc, parce que ça semble totalement absurde de donner à un assassin juste sa dague, même de donner une propriété personnelle. Déjà, ça pourrait mettre le doigt sur toi. C'est ça. Donc en fait, il y a deux théories pour laquelle cette dague. Ouais. Soit c'est que il y en a une seule, c'est que en fait deux. Ah pardon. La première pour moi, ça serait que en donnant cette dague, ce poignard pardon à l'assassin, soit tu voulais attirer l'attention sur quelqu'un d'autre, comme justement est en train de le faire Littlefinger. Ouais. Et du coup, la deuxième théorie, ce serait quoi pour toi? Ce serait que tout simplement la personne n'avait pas idée de la valeur de la dague et l'a pris quelque part. Il a fait tiens, va assassiner. Tu prends ce couteau, t'y vas. Et justement, il avait tellement pas idée de la valeur de la dague qu'il a rajouté 90 serres d'or. Parce que il aurait pu largement payer l'assassin en lui disant tiens, prends cette dague, c'est de l'acier valérien, t'en auras pour ton argent. Mais il a rajouté 90 serres d'or. Donc c'est vrai que par rapport à ça, c'est vrai que franchement l'origine du poignard c'est assez compliqué parce que c'est compliqué là ça devient compliqué. Si Aaron Santagar n'est pas au courant, ça voudrait dire qu'elle ne vient pas de la cour, en tout cas qu'elle ne vient pas des gens qui appartiennent à la cour. Or Catelyn avait émis la théorie que les seuls qui avaient pu commanditer cet assassinat venaient de la maisonnée de Robert quand il arrivait. Ouais, clairement pas de Winterfell. C'est pas une arme qui vient des environs de Winterfell. Sinon Roderick Castle Voilà, Roderick Castle connaîtrait. Ouais. Et en plus ils ont l'air de bien se connaître, Roderick Castle et Aaron Santagar, ils ont l'air de bien. Roderick Castle a l'air de bien avoir confiance en lui. Après on peut se tromper on est dans le trône de fer, donc les trahisons sont de mise. Mais bon. En tout cas, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur vraiment cette histoire d'assassinat qui là malheureusement se complexifie pour nous. Ça devient de plus en plus compliqué de savoir qui dit vrai, qui dit faux, et surtout on a du mal à tracer cette histoire de dague. C'est très mal parti. Du coup, ça répond pas à une de nos 4 questions qui sont présentes, en tout cas sur tout le tome depuis qu'on a commencé. Donc je rappelle, là ce qu'on vient de parler, donc qui est le commanditaire de l'assassinat de Bran Stark? Qui a assassiné Jon Arryn? Qu'est-ce qu'a promis la personne qui a demandé une promesse à Ned? Non, c'est Lyanna. On sait que c'est Lyanna. Ah. Ouais, c'est dit que en tout cas
Ned, quand il est je crois que c'est quand il est dans la crypte et tout, il entend le premier, en tout cas, il dit, il entend encore sa voix, avec des pétales de fleurs dire promets-moi Ned. Ok, bon. Qu'est-ce qu'a demandé Lyanna à Ned, comme promesse? Et le dernier, un peu la signification des rêves de Bran. Et surtout des 3 ombres. Des 3 ombres, ça, on sait pas encore. Bon, je crois qu'on en a fini pour cet épisode. Ouais. Donc on se retrouve pour le prochain épisode très prochainement. Donc le prochain chapitre, c'est un chapitre de Jon. Est-ce qu'il est arrivé à la garde de nuit? Qu'est-ce qu'il y fait? On va le découvrir. Et je vous dis à la prochaine.